Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après le lancement des opérations de distribution des cartes Nina à Bamako, le gouvernement prend des mesures pour améliorer le système. Après différentes visites sur le terrain, le chef de l'exécutif du district a constaté quelques difficultés de mise en œuvre. Il s'agit notamment de l'absence de certains agents des équipes commises à la réception des citoyens enrôlés et de rumeurs concernant le traitement des agents. Le gouverneur du district s'est confié à notre reporter Moïse Traoré. 2 jours après le début des opérations de remise des cartes Nina, il est constaté quelques défections dans les rangs des 198 équipes de 3 personnes chacune. Nous avons, pour la circonstance, mobilisé 1600 jeunes. Donc vous comprenez que... Qui ont été formés. Mobilisés et formés pour la circonstance, 1600 jeunes. Nous avons aussi prévu, pour les cas de défaillance, des équipes qui ont été, des éléments qui ont été formés, qui peuvent assurer le relais. Et c'est à ces équipes de relais que nous faisons appel pour que désormais il n'y ait plus de problème. Ensuite, nous avons pris les dispositions pour que le transport et la sécurisation des cartes se fassent dans les mêmes conditions. Et que chaque matin, les cartes soient mises à disposition des équipes à temps. 190 contrôleurs sont déployés dans les centres. 1 51 000 cartes sont à disposition à travers le district de Bamako. Les agents, je veux dire, ont une indemnité de 60 000 francs prévue qui leur sera payée selon en tout cas les modalités que nous allons arrêter de commun accord avec les différents responsables. Les chefs d'équipe doivent recevoir 75 000 francs. Les coordinateurs, 90 000 francs. Nous avons pris les dispositions pour que chaque équipe ait une tâche leur permettant de travailler, même si c'est au crépuscule. Les centres d'enlèvement des cartes Nina sont ouverts tous les jours de 8h à 18h. C'est jusqu'au 27 juillet prochain. Et la MISMA qui est désormais sous contrôle onusien, le passage de la MISMA en MINUSMA, la cérémonie s'est déroulée ce matin sous la présidence du président de la République par intérim, le professeur Dionkunda Traoré. Les détails dans nos prochaines éditions. 24 heures donc hier avant le transfert des commandements de la MISMA à la MINUSMA, une délégation de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali s'est rendue à Tombouctou. Le chef de la délégation a discuté avec les différents contingents et aussi les autorités régionales. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Mahamadou Doumbia. Dans le cadre de la sécurisation des 3 régions du Nord et le maintien de la paix au Mali, la MINUSMA prendra la relève en lieu et place de la MISMA. C'est justement dans ce cadre qu'a effectué le sous-secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Hervé Ladsous, une visite de 5 heures d'horloge à Tombouctou pour voir le travail remarquable fait par les forces servales et celles des pays amis sur le terrain. Ensuite, rencontrer les autorités politiques et administratives et la société civile. Et la MINUSMA prend la succession de la MISMA. Tombouctou va être la base de l'un de nos 2 commandements régionaux. Il y aura forcément plus de monde et puis nous allons développer la présence civile pour aider les autorités de la région à remettre tout ça dans un état de marche satisfaisant. De ces rencontres, il ressort que Tombouctou, comme les 2 autres régions du Nord, ont souffert de l'intrusion des djihadistes et narcotrafiquants. La ville se remet debout, reste digne mais beaucoup reste à faire. L'eau, l'électricité et quelquefois le téléphone sont toujours un luxe pour une population qui a souvent décidé de partir au moment où les djihadistes coupaient pantalons, pieds et mains ou procédaient à des lapidations en public. Il y a une nécessité absolue, c'est de remettre en marche les services publics. Et la plus grande attente de la population, c'est la reprise de l'activité économique. Alors, avec une sécurité qui s'améliore, les camions ont recommencé à circuler, les marchandises arrivent à nouveau, mais il y a une contrainte absolue qui est celle de l'eau et celle de l'électricité. Un exemple, sans électricité, il n'y a pas possibilité de faire fonctionner les banques. Sans banque, l'économie est forcément extrêmement fragilisée. C'est avec grande satisfaction que nous recevons cette mission et qui va faire en sorte que l'espoir se transforme en espérance. En dépit de cette situation humanitaire, sur l'organisation des élections, Tombouctou ne se reproche rien. Sur le plan procédure électoral, nous sommes très en avance.
En ce sens que nous avons reçu les documents nous guidant dans l'établissement de listes électorales et les distributions de cartes Nina. Et nous avons reçu les cartes que nous avons acheminées sur tous les cercles. Et nous avons commencé à distribuer les cartes et nous sommes très très avancés pour suivre ce terrain. Et le maire confirme. Je vous promets que, comme je l'ai dit, Tombouctou aura un des meilleurs taux de participation, comme d'habitude. À titre de rappel, concernant la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, en chiffres, c'est 11 600 militaires, environ 1500 policiers et 1000 civils. 2 bases seront créées à Tombouctou et à Gao, avec des tenues bien appropriées. Et l'aspect culturel de cette mission à Tombouctou a été marqué par la visite de certains sites et principalement la mosquée Djingaribert, qui a fait l'objet de grandes considérations vu sa valeur culturelle ancestrale, car elle date du XIVe siècle et classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Mahamadou Doumbia. Un autre aspect de cette mission du sous-secrétaire général adjoint pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, c'est l'aspect culturel. Durant les séjours à Tombouctou, les djihadistes et autres narcotrafiquants se sont adonnés à toutes sortes de profanations, de destruction de documents ou d'occupation de lieux de culte datés de plusieurs siècles. En se rendant à la grande mosquée de Djingaribert, Hervé Latsous a partagé les douleurs de toute une communauté. On ressent directement en parlant aux responsables, en parlant aux membres de la société civile, le degré de souffrance qui a été le leur pendant toute cette année d'occupation. Donc c'est un immense soulagement, c'est une grande joie de voir que la vie reprend. L'intérêt qu'apporte ce monument historique, classé patrimoine culturel mondial, est incommensurable parce que marqué par beaucoup de mystères et d'enseignements. Depuis la création de Tombouctou, il n'y a pas eu d'autre adoration en dehors de Dieu. Et nous sommes très étonnés que d'autres gens viennent pour dire qu'ils vont islamiser Tombouctou. Ça nous paraît un peu vraiment ridicule. Djingaribert, grande mosquée. Elle a été construite en 1325 par l'empereur Kanka Moussa. En Égypte, il a rencontré un architecte andalou du nom d'Abou Youssef Sahili. Il lui a donné 200 kilos d'or pour venir construire la mosquée de Tombouctou. Et depuis, cette mosquée est là, on n'a pas changé l'architecture, on n'a rien changé. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas la seule mosquée que Kanka Moussa a construite à travers le Mali. Ils ont construit beaucoup de mosquées et toutes ces mosquées-là ont disparu. Il n'y a que seule la mosquée de Djingaribert qui a pu résister. Respect, considération et bénédiction sont les maîtres mots qui nous animent en visitant un tel patrimoine qui, durant plusieurs siècles ou millénaires, réservera toujours ses mystères, ses secrets, sa beauté. Lancement du mouvement national pour la démocratie et la République, c'est un mouvement de jeunes créé pour la sauvegarde de la paix, la démocratie, la fraternité et la justice au Mali. Ces activités porteront sur la sensibilisation des jeunes pour la reconstruction et le développement, nous signale Adama Koulibaly. Les jeunes du Mali veulent désormais marcher à un pas mieux rythmé. Pour eux, l'heure est à la prise de conscience pour assurer un meilleur devenir. À travers le mouvement national pour la démocratie et la République monadaire qu'il vient de lancer, les jeunes du Mali entendent s'impliquer dans la gestion du pays. Cette jeunesse sans éducation, sans avenir, sans emploi, et ce mouvement a été créé pour résorber tous ces problèmes de la jeunesse. Notre message a été perçu et nous avons des représentations sur toute l'étendue du territoire. Selon certains participants, les raisons qui motivent la création du mouvement sont justes. Pour eux, c'est un mouvement qui a de l'avenir. Un pays sans jeunesse d'élite, sans jeunesse capable de prendre la conscience et de savoir qu'eux, ils ont leur place dans cette nation pour son développement et pour son devenir, n'a pas sa raison d'être. Ce que je retiens substantiellement, c'est que la jeunesse aujourd'hui au Mali vient de comprendre que quand on n'a pas les moyens de sa politique, on peut faire de sa politique ses propres moyens. À ce lancement, ils étaient nombreux, représentants des partis politiques et associations qui ont rassuré ce mouvement de leur soutien pour la recherche d'un Mali nouveau où il fera bon vivre.
L'organisation internationale Right to Play est toujours dans la mouvance des festivités de la 23e édition de la Journée de l'enfant africain, célébrée chaque 16 juin. Elle a organisé à cet effet, à l'intention des enfants déplacés, une journée spéciale. Le compte-rendu de Mohamed Ould Mamouni. C'est dans une ambiance bon enfant que Right to Play a célébré la journée dédiée à l'enfant africain. Moment de gaieté, d'émotion et d'action en faveur des enfants en situation difficile, le concept appelé un après-midi de jeu a permis aux enfants d'oublier, ne serait-ce que pour un moment, les problèmes quotidiens. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux enfants de se côtoyer. Il y a des enfants déplacés, il y a des enfants parlementaires, il y a également des enfants venant d'autres centres. On joue ensemble et on apprend plus à se connaître et à se familiariser. On a participé aux jeux sur les vagues, sur le champignon. Également, on a participé aux jeux sur le train. Il y a plusieurs jeux auxquels on a participé et c'était vraiment bien. On a appris pas mal de choses. À travers une telle cérémonie, l'objectif c'est d'intégrer les enfants entre eux-mêmes d'abord et d'attirer l'attention que toujours le phénomène est là. Les enfants, ils sont déplacés, ils sont là, ils n'ont pas encore regagné. Donc, ils ont toujours besoin de soutien. Le thème de cette année, crise sécuritaire et violence faite aux enfants, est d'actualité compte tenu de la situation de crise qui sévit au Mali depuis plus d'1 an et dont les premières victimes demeurent les femmes et les enfants. Plus qu'une célébration de journée, il s'agit d'une opportunité pour réfléchir sur les réalités vécues de nos jours par les enfants dans nos sociétés et une occasion pour les gouvernements, institutions nationales, communautés de renouveler leurs engagements continus pour l'amélioration de la condition des enfants. Une remise de dons de 150 ballons aux enfants des régions de Gao, Tombouctou et Kidal a mis fin à cette cérémonie. Voilà une belle journée pour les enfants. Les ressortissants du Congo-Brazzaville et ceux du Congo-Kinshasa à Bamako ont lancé leur mutuelle dénommée Bondeko. Bondeko qui veut dire en lingala fraternité a pour objectif de rassembler tous les fils de l'Afrique centrale au sein d'une grande famille Bondeko au Mali. Commentaire de Garibou Pero. Bondeko en langue lingala veut dire fraternité. C'est le nom que porte désormais la mutuelle des ressortissants du Congo-Kinshasa et Brazzaville au Mali. Créée en 2012, la mutuelle Bondeko a été officiellement installée ce week-end au carrefour des jeunes de Bamako. Ce nouveau bébé veut non seulement rassembler, mais aussi consolider les liens de fraternité, de solidarité et d'entraide entre tous les ressortissants des deux Congos en terre malienne. Bondeko veut d'abord rassembler afin de s'entraider. S'entraider pour vivre la solidarité. Et comment vivre cette solidarité si nous ne nous aimons pas? La parole de Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Aimer pour que la paix soit une réalité dans notre quotidien. Les représentants des communautés africaines au Mali apprécient et encouragent l'initiative. Il y a des responsables sur le plan africain qui parlent des États-Unis d'Afrique. Et je crois que ces États-Unis d'Afrique doivent commencer à la base. Plus il y a la solidarité entre les peuples, ça va pousser au sommet nos présidents, nos différents présidents, à pouvoir vivre ensemble, à pouvoir œuvrer pour que les États-Unis d'Afrique dont on parle soient une réalité. Notre présence ici, c'est déjà pour pérenniser, pour crédibiliser l'activité. Et d'une manière ou d'une autre, nous apporterons notre soutien à l'organisation, à l'épanouissement, à bien structurer la chose pour éviter que demain ça ne puisse pas aller. La mutuelle Bondeko ambitionne de se constituer dans les prochaines années en organisation non gouvernementale à but humanitaire au Mali. Vous aurez désormais des dossiers consacrés à la présidentielle du 28 juillet prochain. Le tout premier est consacré au président de la République que les Maliens s'apprêtent à élire dans moins d'un mois au suffrage universel direct. Qu'est-ce que le président de la République? Que représente-t-il dans notre système institutionnel? Quels sont ses pouvoirs et les limites de ceux-ci? Ces pouvoirs ont-ils été toujours exercés dans l'orthodoxie? La réponse à ces différentes questions dans ce reportage de Oumar Moussa Traoré. Le président de la République est la première institution de notre système institutionnel. De par l'importance de ses pouvoirs, il est la clé de voûte du régime politique du Mali. Tout part de lui et il est le régulateur du système.
Notre système lui accorde des pouvoirs extrêmement importants qui sont de deux natures. Il y a d'abord ce qu'il partage avec le gouvernement. Ils sont prévus à l'article 29 de la loi fondamentale. L'article 29 est l'article fondateur du système qui dit que le président de la République est le chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale. C'est lui qui est chargé de veiller au respect de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il assure l'indépendance du pays. Il veille à assurer l'indépendance du pays et l'intégrité du territoire. Il est chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions. En fait, il a tous les pouvoirs. Mais là, quand il agit comme ça, il agit avec le contre-seing du gouvernement, du Premier ministre. Il exerce ce qu'on appelle une sorte de magistrature d'influence, c'est-à-dire qu'il a les pouvoirs, mais il n'a pas les responsabilités. On dit qu'il préside le Conseil des ministres, il n'est responsable qu'en cas de haute trahison. Ça veut dire que tous les actes que le président pose en tant que chef de l'exécutif, la responsabilité est endossée par le Premier ministre et le gouvernement. C'est eux qui sont responsables devant l'Assemblée. Le président de la République a également des pouvoirs qui lui sont propres, qu'il ne partage avec personne. C'est lui qui nomme le Premier ministre, qui le démet. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée. C'est lui qui a le droit de grâce, par exemple. C'est lui aussi qui peut nommer un tiers des membres de la Cour constitutionnelle. Il a toute une série de pouvoirs comme ça qui sont ses vrais pouvoirs. Donc vous voyez qu'il est au centre. En plus, la Constitution va même plus loin. 2 domaines pratiquement sont réservés au président de la République, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense. Ça, c'est lui. Et enfin, exceptionnellement, en cas de péril grave, la Constitution lui permet de prendre tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels. Donc vous voyez que c'est un homme très très important et qui est au centre de tout. C'est pourquoi il y a des conditions très strictes pour pouvoir être président. En 2 décennies d'expérience démocratique, ces pouvoirs du président ne se sont toujours pas exercés conformément au texte. Sous la Troisième République, par exemple, l'omniprésence du chef de l'exécutif sur toutes les questions nationales était contraire à une disposition de la loi fondamentale qui dispose que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est la réalité dans tous les pays démocratiques, c'est celui qui est élu. Parce que c'est quand même le président qui est élu sur son programme. C'est lui qui a proposé un programme au peuple et le peuple l'a élu sur ce programme. Donc, le Premier ministre est nommé. Il n'a aucun mandat. Et donc, c'est le président de la République qui désigne son Premier ministre. Bien sûr que ce Premier ministre doit avoir une majorité à l'Assemblée, mais c'est la majorité présidentielle, ce n'est pas la majorité du Premier ministre. Donc le système est conçu de telle manière que l'essentiel du pouvoir est entre les mains du président qui est élu. Aussi, la crise politique et sécuritaire que le Mali a connue l'année dernière a révélé de manière brutale les dysfonctionnements de notre système politique. Logiquement, quand c'est comme ça, il appartient à l'Assemblée d'interpeller le Premier ministre, d'interpeller le gouvernement pour trouver des solutions politiques. Si on n'a pas de solutions politiques à une crise, on aboutit toujours à des solutions extra-politiques qui ne sont pas du tout souhaitables dans une démocratie. C'est l'échec de la démocratie, un coup d'État. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé parce qu'il y avait un blocage des institutions. De toute évidence, le consensus tue la démocratie. Cependant, il existe des limites aux importants pouvoirs du président de la République, à condition que les mécanismes prévus par la Constitution soient utilisés. Il y a eu plusieurs décisions de la Cour annulant des décisions du président de la République. Il y a eu déjà la Cour suprême est compétente pour tous les actes administratifs sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Plusieurs décisions de l'exécutif peuvent être annulées par la Cour suprême quand il y a violation de la loi. Le président est très très contrôlé. C'est pas un monarque, quoi. Comme on le voit, chaque chose a besoin de son contraire pour se développer, si l'on en croit le philosophe. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retrouvée à 18h et 20h d'ici Soko. Je serai là demain, s'il plaît à Dieu, à 10h. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous.
Afrique.